This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgment, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bienvenue à Riposte, les nouveaux séminaires en ligne pour une parole libre, une parole sans masque et sans gants. Entre les approuveurs et les complotistes, il reste de la place pour un débat démocratique, un débat engagé, c'est Riposte. Je suis Sophie Wiesenfeld, fondatrice du think tank culturel franco-anglais Hexagon Society. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard-Henri Lévy, qui sera interviewé par Patrick Poivre d'Arvor à propos de son dernier livre, Ce virus qui rend fou, paru cette semaine chez Grasset. Il y a une telle accélération de l'histoire que nous avons à peine le temps de les penser. Ces moments sont donc rares. Un grand merci à tous les deux. Nous sommes près de 1000 ce soir dans cette salle virtuelle. C'est un webinaire très particulier. J'ai eu cette ambition parce que j'ai trouvé ce livre tellement courageux, tellement important, que j'ai voulu non pas réunir la communauté franco-française, mais aussi la communauté francophone. Notre webinaire est donc visionné à Prague, Budapest, Milan, Madrid, Berlin, Londres, Copenhague. Je remercie les instituts français de m'avoir soutenu dans cette démarche. Nous avons tout à l'heure commencé par une introduction en anglais afin de toucher une audience pacifique et atlantique, outre-Manche aussi. Et notamment, je remercie la Law Society de King's College, la Royal Academy of Arts, Tablets Magazine et la communauté de Belgravia. Aussi, de nombreuses librairies françaises sont nos partenaires pour soutenir le livre. Enfin, je remercie l'Écuge et Gad Ibghi, dont je souhaite la bienvenue à ses membres. Je vous rappelle qu'avec Riposte, vous pourrez poser vos questions directement par écrit à Bernard-Henri Lévy. Une parole sans masque et sans gants, donc. Normalement, vous pouvez poser vos questions orales, mais étant donné le contexte, nous devons quitter ce webinaire 10 minutes plus tôt afin de vous permettre de voir l'allocution du président Emmanuel Macron. So don't be shy. Je laisse désormais la parole à vous, Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Merci beaucoup, Sophie, et bonjour Bernard-Henri Lévy. Merci Sophie et bonjour mon cher Patrick. Alors, c'est un livre important en effet, vous l'avez dit géographiquement parce qu'il s'étend sur tous les continents et il aborde des sujets capitaux, évidemment le coronavirus, mais tout ce dont on n'a pas parlé pendant le coronavirus, c'est l'objet du dernier chapitre, qui est un chapitre fort qui s'appelle L'adieu au monde, mais c'est aussi un livre historiquement très large et c'est ça qui est très intéressant. Au fond, on va pas revenir sur la querelle des pros ou des anti-Raoult. C'est beaucoup plus intéressant de savoir que ça a toujours existé. Et c'est d'ailleurs presque l'introduction de ce livre, Bernard-Henri Lévy. Vous demandez à Michel Foucault de revenir au secours. Pourquoi? Parce que les médecins sont partout. Ils sont partout. On n'a pas à s'en plaindre quand il s'agit de nous soigner, mais parfois, on a à s'en plaindre quand il s'agit de les entendre parler de nos mots. Absolument. Ils étaient dans les hôpitaux et ça c'était extraordinaire et ils l'ont fait avec un dévouement, un esprit de sacrifice, une absence d'économie d'eux-mêmes qui était proprement admirable. Vraiment pendant ces semaines, pendant ces mois, le monde a tenu vraiment sur les épaules de quelques soignants et puis de quelques caissières de supermarchés et puis de professions très très particulières, au premier rang desquelles étaient les médecins. En revanche, les médecins trustant les écrans de télévision, s'exprimant sans la moindre contradiction, c'était, comme je le disais tout à l'heure à Vlad Davidson, c'était comme la réalisation du cauchemar de Michel Foucault. Le cauchemar du pouvoir médical, le cauchemar des gestionnaires des corps
et des purs corps prenant le pouvoir, prenant les commandes, transformant la politique en une région de la clinique. Voilà, c'est ça que redoutait Foucault à la fin de sa vie dans ses cours au Collège de France, et c'est ce qu'on a vu se passer. Vous nous dites, par exemple, et ça on l'avait un peu oublié, que ça a toujours existé, que par exemple il y a eu des attaques très très virulentes de Clémenceau contre Pasteur. Clémenceau, on ne sait pas, mais il était médecin, Pasteur, lui, ne l'était pas. Oui, et c'est Pasteur qui avait, c'est Pasteur, comme chacun sait, qui avait raison. Non, ce qu'on a oublié et que savent les historiens des sciences, moi il se trouve que j'ai cette formation-là. Quand j'étais étudiant en philosophie, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Foucault, d'une part, mais aussi Georges Canguilhem, auquel j'avais consacré un petit mémoire de maîtrise sur la formation et le déplacement des concepts scientifiques selon Georges Canguilhem. Georges Canguilhem a consacré sa vie à expliquer comment ça se fabrique une découverte médicale et un concept scientifique. Et il montrait très bien que c'est la foire, que c'est des empoignades. Et il montrait très bien que les processus très étranges qui faisaient que on ne voyait pas ce qu'on voyait, que c'était parfois des intuitions complètement hors du champ médical qui faisaient qu'on inventait et qu'on trouvait. Il montrait très bien, Canguilhem, comment ce sont des extravagants, des demi-fous parfois, des poètes qui ont procédé aux plus grandes avancées de l'histoire de la médecine. Donc voilà, moi il se trouve que je sais ça par formation très ancienne et que je ne me suis pas privé de le rappeler dans ce livre. Et on a assisté à des étranges, dépossessions de pouvoir de la part justement du pouvoir politique, qui nous a dit dès le début qu'il ne s'appuierait que sur les avis des scientifiques, mais très vite on s'est aperçu que les scientifiques eux-mêmes avaient des avis fort divergents, puisque le professeur Raoult, dont on parlait tout à l'heure, faisait partie du conseil scientifique et qu'il en est parti avec perte et fracas. Il arrive qu'il n'ait pas d'avis du tout, et notamment face à un virus nouveau. 2, quand ils ont des avis, ils sont divergents. Et puis 3, bien souvent, les médecins s'occupent du virus, s'occupent de l'organe atteint par la maladie dont ils ont la spécialité. Mais la politique, c'est pas ça. C'est pas cibler un organe, c'est pas restaurer son fonctionnement. La politique, c'est le souci du corps et de l'âme et des âmes, de la chose commune qu'est la République. Et ça, aucun médecin, sauf à changer de métier et sauf à devenir politique, évidemment, ne peut s'en charger. Et donc, on a vu dans la première moitié de cette crise sanitaire, vraiment, la République, l'esprit républicain vacillait. Parce qu'on a vu l'esprit républicain oublier cette vérité première, que c'est aux politiques, instruits bien sûr par les médecins, mais pas seulement, par les médecins, par les économistes, par les syndicalistes, par tout un tas de gens, de prendre ces décisions et ces risques et ces responsabilités. Une des choses que j'ai regrettées dans ces débats télévisés interminables qu'on a vus en boucle sur nos chaînes et aussi sur celles où vous officiez, c'est que il n'y a eu que des médecins. Imaginons qu'on ait eu des représentants dans le débat, des petits patrons qui devaient fermer boutique. Imaginons qu'on ait eu des représentants des gens qu'on mettait au chômage partiel et qui savaient bien qu'ils n'allaient pas pouvoir y rester toute leur vie. Imaginez qu'on ait eu des représentants de Médecins sans frontières ou de Médecins du Monde ou d'une grande ONG qui savaient et qui auraient pu nous dire et nous rappeler qu'il y a des gens à l'autre bout du monde qui étaient en train de mourir de cette espèce d'interruption, de court-circuit gigantesque donné à la mondialisation. Le débat aurait eu une autre tenue. Et je crois que la politique, reprenant alors ses droits, aurait été encore mieux renseignée que par cette espèce de cacophonie en même temps répétitive de médecins.
Donc, d'une certaine façon, dépossession du pouvoir de décision, et en même temps, alors là, je me place du point de vue du citoyen, et c'est l'objet des 2 chapitres suivants chez vous, une forme de béatitude devant ce confinement, hein, qui est considéré comme une divine surprise, comme joyeux. On voit des daims sur les Champs-Élysées. Tout d'un coup, tout paraît comme dans une forme assez ouatée. Et puis, assez vite, on s'aperçoit que les citoyens français, en tout cas, je pense qu'il est difficile de faire une généralisation, mais les citoyens français ont été très obéissants, pour ne pas dire dociles, non, face à la parole qui leur a été donnée ou imposée. D'abord, c'est pas seulement les Français, je crois que c'est dans le monde entier. Et ils ont été dociles, oui, pas seulement vis-à-vis du pouvoir. Ils ont été dociles vis-à-vis de leur propre peur. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est notre servilité collective au virus. Pas tellement au pouvoir, au virus. Et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'idolâtrie mondiale de ce coronavirus, dont je rappelais tout à l'heure qu'il n'avait pas volé son nom, une sorte de virus couronné, une sorte de roi virus, devant lequel à peu près tous, nantis et non nantis, pays prospères et pays plongés dans la misère, se sont en quelque sorte alignés. C'est ça le grand mystère de cette époque, et le mystère que j'essaie de percer. Alors après, les délices du confinement, hein, je crois qu'il y a eu 3 catégories de gens en France, mais aussi ailleurs. Il y a eu les gens qui vivaient une famille éventuellement nombreuse dans un 2 pièces ou un 3 pièces. Ceux-là, ils ont vécu ce confinement comme un cauchemar. Après, il y a une deuxième catégorie de gens, on les connaît mieux, vous et moi, les bobos, comme on dit, qui, eux, en effet, ont découvert à quel point ça peut être confortable de se décharger, comme disait Albert Camus, du fardeau de la liberté. Hein ? Il y a des pages magnifiques de Camus sur le fardeau de la liberté et de la sourde et terrible jouissance que l'on peut éprouver quand on s'en déleste. Liberté d'aller et venir, liberté de s'occuper d'autre chose. Puis il y a une 3e catégorie de gens. Et ça, pour moi, ça a été peut-être le plus préoccupant. Ce sont des gens, alors là, intelligents, articulés, sophistiqués, qui ont dit ce virus, c'est une bonne nouvelle. Ce virus, c'est une divine surprise, car ça va nous permettre de pousser notre agenda, de faire avancer notre programme. Et je pense, mais certains écologistes, certains esprits radicaux qui en rêvaient depuis très longtemps de cette interruption de la mondialisation, de ce disjoncteur magique qui permettrait au monde globalisé de s'éteindre. Et d'un seul coup, il leur a été offert sur un plateau. Cela, on dit Deo gratias. Cela, on dit divine surprise. Et là, c'est vrai que ça m'a mis en colère parce que je trouve qu'il y avait chez cela beaucoup d'indécence. Parce qu'on parle tout de même de centaines de milliers de morts, on parle d'une grande quantité de souffrance à l'époque et beaucoup de souffrance à venir parce que les gentilles expériences de laboratoire qui consistent à voir ce que ça donne quand on décide d'arrêter l'économie en appuyant sur le bouton. Il y a des gens qui, en bout de chaîne, en bout de cordée, mais au mauvais bout de la cordée, vont le payer extrêmement cher dans les années qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons de ma colère dans ce virus qui rend fou. Et toujours sur ces conséquences, vous ne pensez pas, vous abordez assez peu le sujet, bien sûr, dans ce livre, mais que ça va induire des comportements, je dirais, peut-être plus paresseux, ou en tout cas
le télétravail a des vertus incontestables, notamment évidemment moins d'embouteillage, mais peut-être la possibilité de travailler peut-être un peu moins. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu partout dans le monde une façon de faire qui sera peut-être moins excitée, avec les avantages et les inconvénients? Est-ce que le télétravail, ça permet de travailler un peu moins ou un peu plus? Est-ce que la prochaine étape du processus, ça ne sera pas, comme en Chine, l'installation de logiciels espions sur nos ordinateurs, sur les ordinateurs des employés, pour s'assurer qu'ils travaillent bien, pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de lire le journal sur écran? Non, ça va peut-être correspondre au contraire à une pression accrue sur les travailleurs. Et ça, j'en parle un tout petit peu. Moi, vous savez, je suis peut-être ancienne école, mais dans la vie, dans les rapports entre les humains, j'aime le contact. Je crois que c'est comme ça que ça marche le mieux, avec des ratés, avec des malentendus, avec des trucs qui fonctionnent pas tout à fait, mais j'aime le contact. Ce monde-là, le monde du télétravail, du téléenseignement, de la télésurveillance, de la télésanté, ce monde-là, je le trouve très dangereux, parce que c'est un monde robotisé, parce que c'est un monde où on sera tracé par des logiciels espions, où on sera animalisé. Voilà. Et je crois que c'est une des conséquences possibles de cette crise sanitaire dont nous sommes à peine en train de sortir. Et c'est un des sujets auxquels il faudra faire très très attention. Parce que l'idée, je rentrais tout à l'heure d'Italie, l'idée qu'on puisse me prendre la température à distance par une sorte de caméra placée à 3 mètres de moi est une idée proprement terrifiante. Aujourd'hui, ça va. Mais enfin, si demain, un inspecteur des douanes ou un inspecteur une société privée de l'aéroport peut détecter par un rayon une maladie dont je suis porteur, m'en informer si je ne le sais pas, en informer autrui si je ne l'ai pas dit. Enfin, écoutez, on entre dans un monde qui nous faisait horreur il y a encore 4 mois. Ce monde-là, il y a encore 4 mois, 1, il nous semblait impossible, 2, il nous faisait horreur. Aujourd'hui, 1, il nous semble possible, et 2, on n'est pas très nombreux à qui il fasse horreur. Ajoutons à cela, Bernard-Henri Lévy, l'instauration du geste barrière, qui dit tout déjà dans son simple mot, ou même de ce qu'on a appelé la distanciation sociale, qui n'avait une espèce de sens, qu'on a remplacé quand même dans les hautes sphères du pouvoir par le mot distanciation physique, mais il n'empêche que ça oppose des gens de plus en plus. Et on a vu d'ailleurs des gens s'opposer les uns les autres. Tiens, il y a ceux qui sont partis en province. Tiens, il y a ceux qui se garent dans mon immeuble, mais qui sont peut-être des hospitaliers, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que ce virus ait eu le bonheur de nous faire mieux vivre ensemble. Voilà. Alors, vous avez totalement raison. Il y a eu évidemment des gestes de solidarité formidables, mais il y a eu aussi cette distanciation généralisée. Il y a eu aussi cette façon de considérer nos voisins comme des ennemis. Il y avait qu'à regarder dans les rues de Paris, vides, comme nous savons. Enfin, de temps en temps, quand on sortait muni de son attestation Covid pour promener son animal de compagnie, puisque ça c'était une raison, hein, comme vous savez, on n'avait pas le droit d'aller se promener tout seul ou en amoureux sur le canal de l'Ourcq, mais on avait droit à des exceptions pour promener un animal de compagnie. Et quand d'aventure on croisait un autre humain, mais il fallait voir les regards torves, il fallait voir la méfiance se peindre sur le visage. Ça, c'était le contraire de la solidarité. Alors on peut nous dire ce qu'on voudra, que ça a été un moment de civisme extraordinaire, un moment où on se regarde avec l'œil torve, où on submerge les commissariats de police pour dénoncer le papy de l'immeuble en face qui est allé acheter 2 fois du papier toilette. Un monde où on dénonce un Parisien arrivé la nuit à l'île de Ré,
ce monde-là, c'est pas un monde solidaire. Pardon, mais par quelque bout qu'on le prenne, c'est pas le triomphe de la solidarité, c'est le triomphe du chacun pour soi, du chacun contre l'autre, et puis de la guerre soft, pour l'instant, de tous contre tous. Alors, ce virus qui rend fou, et je le montre là, ici, puisque malheureusement, ou heureusement pour lui, mais il est parfois en rupture de stock dans les librairies, donc au moins voyez-le avant de pouvoir le lire dans quelques jours. Ce virus qui rend fou, bien sûr, c'est le coronavirus, mais c'est aussi le virus de la peur, non ? La peur qui s'est installée dans nos sociétés, qu'elles soient essentiellement occidentales d'ailleurs. Pas seulement occidentales, vous savez, moi j'ai eu vraiment le cœur serré quand je suis rentré du Bangladesh le jour de l'entrée de la France en confinement, le jour où les frontières de la France se sont fermées. Je suis arrivé à quelques heures près du Bangladesh où je me trouvais pour les commémorations du 50e anniversaire de la naissance de l'État. Et j'ai vu cette chose extraordinaire. Ce pauvre pays, l'un des plus pauvres du monde, l'un des plus accablés de misère, ce pays où on meurt de la fièvre jaune, de la dengue, de toutes les diphtéries, de toutes les diarrhées, de tous les choléras possibles et imaginables. Voilà qu'apparaissent quelques cas de Covid, très peu ce jour-là, et une sorte d'épidémie de peur se répand sur l'ensemble du pays, y compris le camp des Rohingyas à Cox's Bazar, d'où j'arrivais, qui a éteint tout le reste. On avait cette peur-là, cette peur irraisonnée, cette peur folle, fait que, alors on a respecté les gestes barrières, mais on a cessé de lutter contre la misère, on a cessé de lutter contre les effets affreux du changement climatique qui font que le pays est inondé, enfin, vous savez tout ça. Voilà, donc, cette grande peur mondiale, elle a été stupéfiante, 2, elle a eu des effets terribles, mais 3, dans le monde entier. Et je ne parle pas d'ailleurs d'autres pays que je connais un peu, je pense au Nigeria, où j'étais il y a quelques mois. Là, il y a eu la peur, les gens ont été assignés à résidence chez eux à coups de matraque, et à la mi-avril, il y a une dépêche AFP que nos auditeurs peuvent retrouver. À la mi-avril, il y avait autant de cas de Covid que de cas de gens qui étaient quand même sortis de chez eux parce qu'ils crevaient juste de faim et qui ont été tués par la police à coups de fusil pour infraction aux règles du confinement. Donc, cette peur-là, ça a été une peur assassine. Ça a été une peur qui, dans son excès, naturellement, a créé de la mort, a créé du mal et a aggravé la tragédie. Et voilà qui nous amène à ce dernier chapitre dont je parlais tout à l'heure et qui aborde justement tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois de confinement généralisé, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Espagne ou en Italie. Et vous nous dites qu'au fond, comme on n'a parlé que de ça, évidemment, pas uniquement sur les chaînes d'information continue, mais pratiquement dans tous les médias, et qu'au fond, toutes les conversations étaient nourries de ce que les gens voyaient à la télévision ou entendaient à la radio, on n'a pas du tout parlé de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et il s'en est passé des choses. Bien sûr. Je m'exerce, je m'emploie dans ce chapitre dont vous parlez à relever très simplement tous les événements majeurs qui se sont passés pendant ces semaines et dont nous n'avons pas été informés, qui n'ont eu aucun écho. Et quand je parle d'événements majeurs, ça veut dire une accélération de la guerre en Syrie, ça veut dire un drame épouvantable sur le front entre l'Ukraine et la Russie, et ainsi de suite. Je m'exerce à cela. Et le tableau est terrible, terrible. Au moment même où les Chinois occupaient le devant de l'actualité avec leurs avions chargés de masques qu'ils étaient supposés offrir à l'Italie, c'est le moment où, par exemple, la répression contre les musulmans ouïghours atteignait des sommets inégalés en Chine. Voilà un exemple. Donc, d'un côté, on amusait la galerie, je parle du Parti communiste chinois
et de son modèle économico-politique nouveau et peut-être promis à un certain avenir. D'un côté, ils amusaient la galerie avec leurs avions chargés de masques ou de tests, et puis de l'autre côté, ils matraquaient les Ouïghours, ils faisaient taire un nombre croissant de dissidents ou de journalistes, et ainsi de suite. Donc oui, et le pire, c'est que ça ne nous a pas manqué. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a, là encore, stupéfait et attristé, c'est que cette disparition du monde, cette éclipse du monde, le monde s'est éclipsé. Finalement, ça ne nous a pas si surpris et si manqué que ça. Je n'ai pas connaissance il y a eu pendant cette époque le site de pétition en ligne Change.org a continué de fonctionner. Alors, il y a eu des pétitions pour retrouver un animal de compagnie, justement, ou pour empêcher la mise à mort d'un gorille au zoo de je ne sais où. Mais je ne crois pas qu'il y a eu des pétitions pendant ces semaines-là pour demander à être renseigné sur ce qui se passait dans les prisons de Bachar al-Assad. Je ne crois pas qu'il y ait eu des pétitions pour demander aux journaux, aux chaînes de télévision, d'en savoir davantage sur la lutte entre Poutine et Erdogan en Libye. C'est extraordinaire tout de même ce que nous avons vécu, parce qu'on a des instruments qui permettent de mesurer la colère des gens, leurs besoins insatisfaits, parce ils étaient contents avec ces successions de médecins et avec ces spéculations sur les enfants porteurs de virus, sur les vieillards incapables d'être intubés, sur tout ça. Ils étaient contents avec ça. Et contents qu'on ne leur parle plus de ce monde immonde, de ce monde sale, de ce monde répugnant qui est le monde des Ouïghours, le monde des Tchétchènes, le monde des Bangladeshis. Ils étaient au fond il me semble, encore une fois, j'ai regardé ça de près, un très grand nombre était content. Et je suis sûr que à CNews, à BFM, à LCI, il n'y a pas eu des assauts de téléspectateurs disant, écoutez, on en a marre d'entendre les polémiques sur Raoult, on voudrait savoir où on en est avec les Ouïghours. Il n'y a pas dû y avoir des assauts des standards téléphoniques. Les audiences n'ont été aussi grandes sur les chaînes d'information continue tout au long de ces mois de confinement, ces semaines de confinement. Un mot quand même aussi, Bernard-Henri Lévy, parce que évidemment, il faut aborder, vous avez abordé la figure du président chinois, on pourrait aborder aussi celle du président américain et celle du président brésilien, qui ont tous les deux aussi tenu la vedette à leur manière, en pensant qu'ils allaient être plus forts que le virus. Oui, mais c'était, bien sûr, vous savez, face à une affaire de ce genre, il y a deux attitudes possibles. Quelqu'un qui connaît un tout petit peu de psychanalyse sait qu'il y a deux attitudes symétriques, le déni et le délire, la névrose et la psychose, les deux. Et les deux sont aussi condamnables l'une que l'autre. Le délire de ceux qui matraquaient les gens qui sortaient des townships de Johannesburg et le déni de ceux qui pensaient que le virus n'existait pas sont aussi condamnables. Mais surtout, au fond, ça revient au même. Et ça obéit au même ressort. Parce que quand vous regardez bien, qu'est-ce qu'ont fait Bolsonaro et Trump pendant ce temps-là, pendant ces semaines? Ils ne se sont pas contentés de faire les malins et les matamores. Ils ont fait avancer les parts les plus dégueulasses, les plus insupportables et les plus inacceptables de leur programme. Trump en particulier. C'est pas seulement l'homme qui recommandait de boire de l'eau de Javel à s'en brûler la trachée pour se soigner du Covid. C'est pas seulement ça. Mais la réponse, c'était déjà y répondre. Il ne faisait que poser la question. Oui, mais enfin, écoutez, quand on est président des États-Unis, on ne pose pas de questions de ce genre. Et il suffisait de voir d'ailleurs le visage de ses conseillers médicaux consternés pour comprendre qu'il était quand même vraiment en train de disjoncter. Mais il a fait autre chose. C'est qu'il a fait passer son travel ban, c'est qu'il a fini d'interdire les Mexicains d'entrer, et c'est qu'il a fait avancer les aspects les plus dégueulasses de l'America First. Donc, au fond, ça revient au même. Que l'on ait été dans le délire ou dans le déni, le résultat est à peu près le même, et c'est un résultat qui va à l'envers des
des objectifs de la démocratie, de l'esprit républicain ou du désir de liberté. Alors, je le disais, c'est un livre de philosophes. Vous y citez d'ailleurs beaucoup vos maîtres. On parlait tout à l'heure de Foucault, de Canguilhem, on parlait de Lévinas aussi. Qu'est-ce que la philosophie peut nous apprendre dans des temps comme ceux-là? La philosophie, elle peut nous apprendre, par exemple, que c'était probablement nécessaire, et ça l'est peut-être encore, j'en sais rien, de porter un masque ou de cesser de se serrer la main pendant ces quelques semaines. Mais la philosophie, elle nous apprend que si ça devait durer, c'est un recul pour l'humanité. Parce que la philosophie de Lévinas, elle dit qu'un visage, il doit être nu, que l'éthique, le vrai rapport interhumain, c'est un rapport entre des visages nus, entre des visages qui sont comme une sorte de miroir de l'infini, qui se croisent et qui se regardent, et qu'un masque, ça fout tout ça en l'air. Voilà ce qu'un philosophe comme Lévinas nous apprend. Les philosophes des Lumières nous apprendraient que ce simple geste de se serrer la main, dont certains aux États-Unis disent qu'il ne reviendra plus jamais, est un geste de civilité, d'esprit, de civilisation, d'esprit civique, un geste républicain par excellence. Voilà le type de ça. Alors, que pendant quelques semaines, quelques mois, ces gestes-là soient mis entre parenthèses. OK, mais que cette mise entre parenthèses, cette époquet se suspend de ces gestes-là, cette installation des gestes barrières s'installe dans la durée, et message philosophique que je me permets de rappeler, de véhiculer, catastrophe dans la civilisation, entrée dans un autre âge de l'humanité. Est-ce que le monde d'après, puisque c'est la grande tarte à la crème en ce moment, le monde d'après sera meilleur que le monde d'avant, ou ce sera le même, mais en pire? Ça dépend ce que nous en ferons, nous tous, les 1000 personnes qui sont réunies là aujourd'hui dans cette assistance virtuelle, et tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui avec nous, comme dit le texte saint. Ça dépend ce qu'on en fera. Si le monde d'après, c'est le monde de la télésurveillance et des mouchards et des délateurs, ça sera évidemment, il sera beaucoup plus terrible. Si le monde d'après, c'est un monde où on dit adieu au monde quand il est trop sale et trop dégoûtant, c'est terrifiant. Si le monde d'après, c'est un monde où montent les nationalistes et les xénophobes, c'est terrifiant. Si le monde d'après, c'est celui que je voyais il y a quelques semaines se profiler en Grèce, à Lesbos, où je suis allé faire un reportage pour Paris Match qui va paraître très bientôt, c'est-à-dire un monde où on se fiche éperdument que les 20 000 réfugiés qui s'entassent soient jetés à la mer ou renvoyés en Turquie, c'est atroce. Voilà. Maintenant, tout n'est pas perdu. Moi, je reste un incurable optimiste, et je pense aussi que ce que nous faisions dans le monde d'avant, ce que nous étions un certain nombre à faire, c'est-à-dire à tenter de réparer le monde, j'espère bien qu'on va continuer de le faire dans le monde d'après. Réparer le monde. Tikkun olam. Voilà ce que, et dans le monde d'avant, et dans le monde d'après, vous savez, d'ailleurs, monde d'avant, monde d'après, il y a tant de frivolité aussi dans cette césure-là du temps. Et moi, j'essaie de parler dans ce livre depuis des sagesses et des philosophies qui, franchement, ne découpent pas le temps comme ça. C'est ou s'il y a un monde d'après, c'est pas selon cette chronologie débile qu'il se décline. Alors, le temps, nous allons reparler, puisque nous nous sommes promis avec Sophie de consacrer le dernier quart d'heure de notre entretien aux questions écrites de tous ceux qui nous ont regardés et écoutés. Merci à vous, Patrick, et merci Bernard. Merci à tous les auditeurs qui m'ont demandé de saluer. Il y a des gens de Montréal, de Genève, du Luxembourg, de Mexico, de Rio aussi, du monde entier. Donc c'est assez, presque, je dirais même assez émouvant. Donc on va commencer par une question de King's College, de la Society, qui nous regarde. C'est des étudiants français de l'Université de Londres.
Le choix des mots dans le monde anglophone, on a parlé de lockdown, c'est-à-dire enfermement, mais le gouvernement français parle, lui, de confinement, un mot beaucoup plus doux. Faut-il voir dans ce choix de mots une perversion? Moi, je trouve les deux mots aussi atroces l'un que l'autre. Voilà. Enfermement, c'est un mot atroce. Confinement, c'est un mot atroce aussi. C'est un mot sale. C'est un mot chargé de miasme. Et je vous fais d'ailleurs observer que chez celui de mes maîtres que nous avons évoqué avec Patrick Poivre d'Arvor et qui était Michel Foucault, c'est le même mot. Parce que le concept foucaldien de grand renfermement, comment ça se traduit en anglais? Grand confinement. Et donc, les Français disent confinement quand les Anglais disent renfermement, sauf que quand on parle de l'histoire de la folie à l'âge classique, ce sont les Français qui parlent de renfermement et les Anglais qui parlent de confinement. Donc, les deux mots sont les mêmes mots et ils sont aussi redoutablement chargés l'un que l'autre, me semble-t-il. Vous aurez d'ailleurs remarqué que le président de la République français, que nous allons écouter là tout à l'heure, n'avait pas employé ce mot de confinement lors de son allocution du 15 mars. Eh bien voilà, ça fait partie des bons réflexes et beaux réflexes qui font que je me réjouis tous les jours d'avoir voté pour lui il y a 3 ans et que je m'apprête à voter pour lui très certainement dans voilà. Bon réflexe, bien sûr. Parler de confinement et se réjouir du confinement, c'est un des chapitres du livre. S'auto-congratuler des merveilles de son confinement avec quelque chose d'obscène et de répugnant. Merci. Alors, une question de Raphaël Pitoun de Londres. La crise a aussi été le révélateur des bonnes et mauvaises gouvernances, USA, Brésil et UK. Est-ce que ce n'est pas une des leçons du Covid, la déroute de beaucoup de démagogues et peut-être la défaite de Trump, à qui la victoire était promise? Article 1, première leçon de ce petit livre. Un virus n'a pas de message, un virus donne pas de leçon. Et il n'y a aucune leçon. Il faut essayer, il faut s'exercer, il faut s'employer à éviter de penser que le virus pourrait avoir des bonnes ou des mauvaises leçons. Parce que dès qu'on entre dans cette voie, dès qu'on commence à faire parler le Covid, on est sur le chemin que je décrivais tout à l'heure, où on se dit qu'au fond, il n'a pas que du mauvais, ainsi de suite. Donc moi, je ne veux pas trop entrer là-dedans. D'autant que ça dépend de quel point de vue on voit les choses. Si vraiment je voulais y entrer, je pourrais vous dire que Viktor Orban n'a jamais été aussi puissant que depuis qu'il a réussi à faire passer une loi sur l'état d'urgence qui lui donne tous les pouvoirs. Je peux vous parler de cette horrible dictature nigériane qui a procédé aux exécutions sommaires dont je vous parlais tout à l'heure, et ainsi de suite. Je pourrais vous parler de la Chine qui a tout de même marqué des points, en tout cas sur la scène domestique, mais probablement aussi sur la scène internationale, en occupant les espaces que l'Amérique a désertés, OMS et ainsi de suite. Donc, vous savez, 1, il ne faut pas y entrer. 2, si vous insistez, franchement, je crois qu'il y aurait des choses à dire des deux côtés. Il y a des démocrates qui se sont qui ont assuré peut-être leur autorité, et il y a des sales types qui ont assuré la leur aussi. Et c'est Trump, c'est Viktor Orban, c'est le dictateur de Biélorussie, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, et d'autres. D'accord. Une question de Montréal, de Jean-Paul. J'ai lu votre livre et j'y ai senti une déception de la nature humaine et des citoyens qui ont été se terrer de peur. Est-ce que notre époque a trop peur de la mort alors que les Grecs dans l'Antiquité la glorifiaient? Ah non, c'est quelqu'un de Londres. Oui. Oui, je crois qu'on a. Oui, je crois qu'on a eu trop peur. Oui. Et il m'est arrivé d'avoir peur d'ailleurs. Pas là. Je n'ai pas eu peur là pendant cette période-là. Mais je connais le sentiment de la peur. En général, ce sentiment-là m'a toujours mal conseillé, m'a toujours fait faire des bêtises, m'a toujours mal orienté. Je crois que la peur est un mauvais sentiment, est une mauvaise passion. Et donc, oui, chère madame ou monsieur de Londres,
je ne peux pas dire que j'ai été déçu, puisque je suis comme tout le monde, je peux être dévoré de peur aussi, mais je crois que ce moment de peur est un moment qui n'est pas à l'honneur de l'humanité contemporaine, bien sûr. D'accord, merci. Sinon, j'ai un commentaire qu'on me demande de passer du directeur adjoint donc, de l'ECUJ, l'Espace culturel universitaire des Juifs d'Europe. J'ai bien entendu votre remarque sur les écologistes. Néanmoins, le dérèglement climatique, la pollution, l'atteinte à la biodiversité qui concentre les zoonoses sur les êtres de demain, la déforestation qui met au contact des espèces venant des forêts profondes et des êtres humains font au final bien plus de victimes que le Covid-19. Et quel silence planétaire. Ben oui. Quel silence planétaire, en particulier pendant la période du Covid, où on n'en entendait plus parler. La forêt amazonienne continuait de brûler, mais il n'y en avait plus d'images, c'est vrai. Et ces questions-là, elles sont essentielles. Moi, je n'ai pas envie de léguer à mes enfants, à mes petits-enfants, un monde dévasté par le réchauffement climatique, mais ça se répare à petits pas. Ça se répare à petits gestes, ça se répare avec des vrais programmes sur le temps. Ça ne se répare pas en faisant du monde d'après un équivalent du grand soir des marxistes d'autrefois. Ça ne se répare pas en faisant disjoncter la planète. Ça, c'est pire. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vous prédis qu'avant 3 mois, des titres dans nos journaux nous disant qu'on a réatteint des pics de pollution plus grands encore qu'avant la crise du Covid parce que la planète va se rattraper, ainsi de suite. Bref, on est en effet confronté, l'humanité, à des décisions majeures. La seule façon de les aborder, c'est avec du courage, avec de la sagesse, avec du temps, certainement pas dans la précipitation, ni des démagogues, ni des révolutionnaires en laboratoire. Voilà ce que je crois profondément, cher ami de l'ECUJ. Et voilà le message l'un des messages de mon livre, mais c'est peut-être le message principal. Parce que moi, je partage tous ces combats. Bien sûr, je crois tout ça et que l'écologie, j'y suis converti depuis des années, converti. Je crois que c'est majeur depuis peut-être 20 ans, 30 ans, depuis l'époque du Sauvage, le journal Le Sauvage de Claude Cabriel, 40 ans même. Mais c'est pas comme ça, c'est pas comme on éteint la lumière. Merci. Alors, une autre question de King's College de Londres, ils sont très actifs. Il y a un enseignement très important de la crise, c'est le 180 degrés de l'Allemagne sur la construction européenne. Les pro-solidarités européennes ont gagné. N'est-ce pas un point d'inflexion majeur ? On va voir. Pour l'instant, la grande nouvelle, c'est que Macron a réussi à convaincre Merkel sur un programme, en effet, ambitieux et dont on n'imaginait pas que l'Allemagne puisse l'accepter. Mais il y a un rendez-vous là dans quelques jours. Il faut que les pays frugaux, je crois qu'on dit, l'Autriche, le Danemark, ils sont 3 ou 4, Patrick connaît ça mieux que moi, il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils s'y rallient et il faut que le président Macron et la chancelière Merkel trouvent encore des trésors d'éloquence et de conviction pour y parvenir. Et c'est vrai que s'ils y parviennent, là oui, cette Europe bizarre, capricieuse, qui nous réserve des surprises, on croit qu'elle est morte et puis elle ressuscite, c'est comme ça depuis l'Antiquité grecque, eh bien c'est vrai qu'elle fera un pas en avant dans le sens d'une vitalité redoublée. C'est vrai, c'est possible ça. Et ça, ce serait extraordinaire. On l'a donnée pour morte il y a 4 mois, eh bien, elle va peut-être se construire si Merkel et Macron parviennent à convaincre tous leurs homologues de cette nécessité pour les pays, au fond, les moins touchés par la pandémie, d'aider les pays qui ont été le plus touchés par la pandémie et de les aider sérieusement, pas avec de l'argent qu'on prête à des conditions terrifiantes. D'accord, merci. Une question de Sonia Fitoussi qui élargit un peu le débat et qui pourrait peut-être permettre de passer à un autre débat. Peut-on faire un lien entre coronavirus et l'impact mondial des manifestations suite à la mort de Floyd ? Oui, on peut faire un lien en un sens. Je me posais la question. C'est vrai que
on ne peut pas maintenir l'humanité indéfiniment sous cloche. Et donc, il y a eu une espèce de... Oui, c'est la une du journal Libération d'hier. Hein. Enfin, il se passe un truc politique. C'est vrai, ça. Donc, il y a eu, d'un seul coup, dans la population du monde, une volonté de s'emparer d'un grand enjeu politique. Alors après, il y a une deuxième question. C'est quel truc politique qui se passe? Est-ce que c'est vraiment un combat contre le racisme et pour la mémoire de ses victimes, ou est-ce que c'est un combat plus tordu et plus pervers? Ça, c'est l'autre question. Mais c'est vrai qu'il y a eu comme un effet de décompression mondiale qui s'est opéré, et avec cette solidarité et ce deuil mondial pour cet homme de Minneapolis, littéralement assassiné sous les yeux de la planète. C'est vrai. Et ça, c'est bien que ce deuil ait eu lieu, que cette compassion mondiale ait électrifié la planète. Ça, c'est la première bonne nouvelle d'après le Covid. La compassion pour George Floyd. Après, ce qui a suivi, y compris et en particulier en France, il faut voir. Justement, j'ai une question qui traite de cette dernière partie. Quelles sont vos réactions à la vague de fascination indigéniste et au lien entre comité Traoré et campagne antisioniste, antisémite, dont les cris de « sale juif » hier, place de la République? Je crois, vous savez, que ces cris de sale juif, je crois, enfin, on saura très vite, je ne pense pas qu'ils expriment l'essence de cette manifestation. Je veux croire qu'ils n'ont été proférés que par une poignée de salopards. Après, il y a autre chose. Il y a eu des pancartes BDS, il y a eu des pancartes Palestine vaincra, etc. Et là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec la mémoire d'Adama Traoré? Qu'est-ce que ça a à voir avec le racisme anti-noir? Qu'est-ce que ça a à voir avec le combat antiraciste? Je crois rien. Et je crois que celles et ceux qui profitent d'une grande manifestation antiraciste, là encore, pour faire avancer leur petit schmilblick politique, se conduisent mal. Et ils font insulte d'abord aux morts qu'ils prétendent commémorer, mais aussi à la cause qu'ils prétendent défendre. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont fondé, il y a 40 ans, SOS Racisme. Quand on faisait une manifestation, enfin, et aujourd'hui encore d'ailleurs, parce que SOS Racisme n'existe plus que jamais, principe de base, quand on faisait une manifestation antiraciste, on mélangeait pas tout. Était prié de venir qui voulait, mais en laissant les combats politiques, en laissant tout le reste, les impensés, les petites cochonneries qu'on peut avoir au fond de l'âme, au vestiaire. Quand on défile pour George Floyd, on ne dit pas Palestine vaincra, ou si on le fait, c'est une infamie. Voilà. D'accord, donc on a une question qui va être posée en live, c'est la dernière que je poserai et que j'autorise puisqu'on va terminer 10 minutes plus tôt, mais là elle est posée par Gad Ibghi de l'Écuge qui ont été nos partenaires pour ce webinaire, et donc Gad, je te laisse parler. Voilà. Merci. Merci Sophie, et l'occasion pour moi m'est donnée de remercier Bernard-Henri Lévy et Patrick D'Arborn pour cet éclairage lumineux et cet échange avec le public. Je voulais rebondir sur votre dernière remarque. Mort aux Juifs, même s'ils sont proférés, même si ces insultes sont proférées place de la République par des minorités, ça marque et ça reste dans l'esprit des Français, ça reste évidemment dans l'esprit des Français juifs, parce que on est toujours choqué, étonné que dans une manifestation
manifestations antiracistes, eh bien, on soit dans un environnement où le racisme se déploie, pas seulement autour de cette question de l'anti-Israël, de l'anti-sionisme, mais également avec des pancartes pro-terroristes, avec globalement des messages qui finalement sont une insulte à la France dans ses fondements républicains. Et est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'antiracisme tel qu'il apparaît aujourd'hui est fragilisé, et particulièrement aussi par un pouvoir politique qui ne trouve plus matière, ou en tout cas qui n'a plus de manière de réagir face à ces manifestations qui, je le rappelle, ne sont pas censées se dérouler dans un contexte comme le nôtre. Aujourd'hui, des manifestations qui sont incontrôlables, quasiment. Voilà. L'antiracisme, cher Gad, il est fragilisé par des gens qui viennent y injecter des saloperies et qui n'ont rien à voir avec l'antiracisme. Les gens qui viennent recycler leur antisémitisme ou leur haine d'Israël, mais pour moi c'est la même chose. À l'intérieur de l'antiracisme, ceux-là dénaturent l'antiracisme et desservent sa cause, premièrement. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, et que j'ai dite cet après-midi d'ailleurs sur Twitter et sur les réseaux sociaux, c'est que la moindre des choses, de la part des organisateurs de cette manifestation, le comité Adama, de la part des responsables politiques qui s'y sont mêlés, aurait été et serait encore, parce qu'il est temps, de désavouer ces propos, minorité ou pas minorité. Moi, quand j'organisais une manifestation avec SOS Racisme ou d'autres, je peux vous dire, un propos de ce genre, on sortait le gars, d'abord, on le sortait de la manif, et puis on le dénonçait, mais vertement, on s'en dissociait comme d'une salissure. Donc j'attends encore à cet instant que les organisateurs de la manifestation dénoncent comme contraire au combat qu'ils prétendent mener ces morts aux Juifs, aussi minoritaires ont-ils été que l'on a entendu dans le cortège. C'est ça qu'il faut demander aujourd'hui, que ces propos, que ces cris, ces hurlements féroces soient dénoncés par les organisateurs. Et tant qu'ils ne seront pas dénoncés, hélas, il faudra penser que minoritaires ou pas minoritaires, ils expriment quelque chose de l'événement, d'une part de ce que ont organisé les organisateurs. Voilà, c'est ça qu'il faut demander, cher Gad. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin, parce qu'on va bientôt aller écouter notre président de la République. Donc, merci beaucoup Bernard-Henri Lévy et Patrick Poivre d'Arvor pour ce très inspirant webinar. Les plus chanceux d'entre vous auront un exemplaire donc dédicacé par Bernard-Henri Lévy. N'hésitez pas aussi à me joindre. J'ai des livres que j'ai achetés exprès parce que je suis toujours optimiste mais réaliste. Je savais que cet événement serait un succès et donc j'avais prévu d'acheter quelques livres, notamment aussi pour aider les librairies locales de certaines capitales européennes et aussi à Londres et à Paris. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations. C'est un livre, le livre, on dit que c'est un bien essentiel, on l'a vu pendant cette période, mais votre livre, Bernard, si je peux me permettre, est essentiel et courageux. Je vais conclure, je vais pas remercier tout le monde, mais je remercie donc tous les partenaires et les librairies. Et la suite de notre programme est donc jeudi 18 en partenariat avec les CUJ et Radio J. Nous recevrons Alain Finkielkraut. Et dimanche, nous terminerons nos webinars avec Jacques Attali pour la sortie de son prochain livre, L'économie de la vie, aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup, Patrick Poivre d'Arvor. À très vite, à très bientôt. J'espère à vous tous pour de vrai et pas que sur Zoom, parce que personnellement, je l'ai fait pour m'adapter à la situation, mais évidemment, c'est quelque chose que je n'aime absolument pas, les écrans, etc. Donc, à tous, pour de vrai, pour très vite. Mais vous le faites très bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt, cher Patrick. Au revoir. Merci beaucoup.